Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un domaine important de la mécanique qui s'appelle la résistance des matériaux. Alors, la résistance des matériaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsqu'on a des forces, des efforts, en général des actions mécaniques qui s'exercent sur une structure. Quand je dis structure, c'est pas forcément une structure industrielle, ça peut être un bâtiment, ça peut être un chariot élévateur, ça peut être un palan. Bref, toutes ces structures sont soumises à des actions mécaniques, des forces. Ces actions mécaniques, elles ont tendance à déformer les, euh, les mécanismes. Alors, ce que l'on va faire, c'est on va dimensionner ces structures de telle sorte que la déformation reste minimale ou acceptable, ce qui est évidemment pas le cas de ce qui est représenté à gauche. Et aussi, non seulement les déformations devront être dans la limite de l'acceptable, mais aussi on va faire en sorte que ces structures ne soient pas détruites, ruinées ou brisées. Et alors, un deuxième objectif de la résistance des matériaux, ça sera de choisir un matériau donc, qui sera adapté aux besoins de l'utilisation. Alors, puisqu'on parle actuellement d'action mécanique, de force, d'effort, donc de moment aussi, eh bien forcément, ceci se réfère à la statique. Donc, la statique, comme on l'a déjà vu, hein, c'est le domaine de la mécanique qui nous permet de calculer les actions mécaniques qui s'exercent sur un système ou sur un solide. Et en fait, on va pouvoir calculer avec la statique les forces extérieures, les actions mécaniques extérieures qui agissent sur, sur ce système isolé. Alors par exemple, ici, si on prend donc comme système isolé, si on isole donc la poutre, on isole aussi les renforts sur lesquels s'articulent les roues, les moteurs, mais aussi le palan, eh bien on va pouvoir donc calculer les efforts extérieurs. Alors, comme on a isolé donc cette partie, voilà, on va se dire quels sont les éléments extérieurs. Eh bien, il va y avoir évidemment les deux rails qui sont de chaque côté, qui sont représentés ici, et puis il va y avoir aussi la charge suspendue au palan. Donc en fait, c'est ce qui forme, ce qui a été colorié ici, c'est ce qui forme donc l'extérieur, et c'est ce que la statique va nous permettre de déterminer, tous ces efforts qui s'exercent à ce niveau-là, au niveau du palan aussi, et à celui-ci. Donc l'objectif de la statique, c'est bien sûr de connaître complètement ces efforts, et ces efforts seront ensuite intégrés dans le domaine de la résistance des matériaux pour qu'on puisse appliquer les lois de comportement. Un petit détail, hein, vous devez avoir votre cours, le cours que je vous ai mis à disposition. Pendant que cette vidéo défile, vous devez évidemment compléter le cours donc, que vous devez avoir actuellement. Alors, maintenant, la résistance des matériaux, eh bien, qu'est-ce que ça va être exactement? Eh bien, elle va nous permettre, on va plutôt s'intéresser aux efforts, non pas cette fois extérieurs, mais aux efforts intérieurs. C'est-à-dire que je vais prendre un élément, et puis sur cet élément, eh bien, je vais essayer de voir comment, ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Donc en fait, c'est comme si on se mettait à la place d'une particule, d'une molécule, par exemple située dans cette poutre, pour savoir quels sont les efforts qui s'exercent, les liens intermoléculaires qui s'exercent entre tous les éléments que forme cette poutre. Et de cette façon, je vais pouvoir comprendre donc à la fois les contraintes et les déformations qui s'exercent à chacun des points de cet élément. Donc, si on regarde, si on essayait, si on imaginait évidemment être capable de se plonger à l'intérieur de la matière, on s'apercevrait que les molécules ici représentées, eh bien, elles sont liées les unes aux autres par des liens, des forces intermoléculaires qui assurent la cohésion de la matière. Il est évident que pour un solide, hein, solide comme par exemple cette poutre, c'est
liens intermoléculaires sont beaucoup plus importants que dans le cas d'un liquide ou dans le cas d'un gaz. Donc, et évidemment, pour les solides, tout dépend aussi de quel matériau est-ce que l'on parle. Alors maintenant, évidemment, lorsque le solide est sollicité, c'est-à-dire lorsqu'il y a des efforts extérieurs qui agissent dessus, ces interactions moléculaires, elles augmentent. Vous voyez, ici, on est typiquement dans un cas où on est au bord de la rupture. Et évidemment, si ces forces extérieures augmentent, eh bien à ce moment-là, les forces intermoléculaires seront rompues et eh bien non seulement il va y avoir une déformation, hein, mais aussi il peut y avoir une cassure ou une fracture à un endroit donné. Alors moi j'aime bien faire l'analogie avec ce qui se passe donc dans tout groupe social, hein. Donc quand il n'y a pas de contraintes ou lorsque les relations sont apaisées, eh bien tout va bien, hein, donc la relation entre les membres du groupe se passe très bien. Et puis lorsqu'il y a des contraintes qui sont amenées, lorsqu'il y a une tension qui est amenée, eh bien forcément les relations entre les membres du groupe se détériorent et à un moment donné, peut-être qu'ils peuvent, bien sûr, ces membres peuvent se séparer les uns des autres et c'est un petit peu finalement cette image que je pourrais donner ici. Donc la grande différence entre la statique et la résistance des matériaux, c'est que la statique va nous donner des actions mécaniques extérieures sur le système qu'on a isolé, alors que la résistance des matériaux, elle va utiliser ces actions extérieures pour pouvoir connaître les efforts intérieurs qui s'appliquent au sein d'un solide. Alors, comment est-ce que lorsqu'on a une étude de résistance des matériaux à mener, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, la première chose que l'on va faire, on va prendre un élément, hein, donc par exemple ici cette poutre, et puis on va imaginer qu'on puisse la couper, mais bien sûr on ne le fait pas évidemment dans la réalité, simplement pour savoir un petit peu ce qui se passe au sein de la coupure. Alors ici, la coupure, bizarrement, je l'ai coupée au milieu, mais ça n'a strictement rien à voir en fait, hein. La coupure, elle va avoir lieu le long de l'élément pour savoir quelle sera l'évolution de ces forces lorsque la coupure se déplacera de ce point-là jusqu'à celui-ci. Alors, une fois qu'elle a été coupée, eh bien, on va essayer de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ici, tout allait bien. Là, ça va un petit peu moins bien puisqu'on applique du coup des actions mécaniques extérieures sur le système. Et on va dire, bah, tiens, par exemple, qu'est-ce qui se passe en ce point? Ces deux points ici, théoriquement, sont en contact, bien sûr. Eh bien, il y a des forces élémentaires qui assurent la cohésion de l'un et l'autre. Bah, si je fais la somme de ce qui se passe sur ce point, mais sur un point d'à côté, d'un point à côté, etc. Bref, sur toute cette section qu'on appelle la section droite, hein, section droite tout simplement parce que c'est une section qui est perpendiculaire à la ligne moyenne de l'élément qui a été coupé, en l'occurrence ici de la poutre. Lorsqu'on en fait la somme, eh bien, on va obtenir une résultante, hein, c'est la résultante de ce qu'on appelle les forces de cohésion, hein, donc ce qui se passe à l'intérieur, et cette résultante, eh bien, elle va avoir des coordonnées comme on va le voir plus tard. Évidemment, il va y avoir des forces, par exemple de ce côté, qui vont être plus importantes peut-être que sur ces points situés de ce côté. Conclusion, là, il va peut-être y avoir une tendance à tourner. On a déjà dit en statique que la tendance à tourner, eh bien, elle était mesurée par le moment, hein. Eh bien, là, c'est pour ça que l'on retrouve aussi un moment de ces forces de cohésion, hein. Et ce moment, il va être appliqué au point G, centre de gravité de la section droite. Donc maintenant, ces deux actions mécaniques, c'est-à-dire intérieures, c'est-à-dire la résultante des forces de cohésion et le moment appliqué au point G des forces de cohésion, eh bien on va les regrouper dans une entité que l'on appelle un torseur. Et ce torseur, on l'appellera tout naturellement dans ce cas-là un torseur de cohésion. Donc ici, vous reconnaissez la résultante, c'est-à-dire en clair
En mécanique, on avait appelé ça la force. Donc ça, c'est les coordonnées de cette force, ou en l'occurrence ici, de la résultante des forces de cohésion. Ça, c'est la composante qui s'exerce suivant X, celle-ci suivant Y, celle-ci suivant Z. Et là, on aura exactement la même chose pour le moment appliqué au point G. C'est ce que vous retrouvez ici. Ici, ça veut dire que ce moment, il a été appliqué au point G et les coordonnées sont des projections donc dans cette base unitaire x, y, z. Alors, si on s'intéresse à cette résultante, donc on aura n. Donc n, c'est ce qu'on appelle l'effort normal. Quand on dit effort normal, ça veut dire normal à une section droite. Autrement dit, l'effort, il aura une direction qui sera perpendiculaire à cette direction, à cette section droite. Donc, voilà, ici on a cette section droite. Ici, on a bien x. Donc vous voyez bien que n, il est bien dirigé suivant la direction x et qu'il est perpendiculaire à cette section droite, donc d'où le nom effort normal. Maintenant, on a l'autre coordonnée suivant y, c'est ce qu'on appelle l'effort tranchant. Hein, c'est un peu l'image qu'on peut donner, c'est le couteau qui va couper une tranche de pain, par exemple, hein, suivant l'axe Y. Donc, on va avoir ceci. Donc là, bien sûr, cet effort-là, eh bien, il agit dans le plan de la section droite. Et on aura la même chose pour l'effort tranchant suivant Z, et bien sûr, cette fois, dirigé suivant Z. Maintenant, intéressons-nous au deuxième vecteur, hein, qui est le vecteur moment au point G. Eh bien, la première coordonnée, c'est le MT, donc moment de torsion, hein, voilà, c'est ce que ça veut dire. Moment de torsion, donc qui s'applique suivant X. Donc, est-ce que, vous voyez, imaginez hein, une barre comme ceci que l'on tord, eh bien, le moment de torsion, il aura lieu suivant l'axe X. Maintenant, il va y avoir MFY et MFZ, qui veut dire en clair moment de flexion suivant l'axe Y et suivant l'axe Z. Donc voilà, hein, ici, on aura une image du moment de flexion qui va faire tourner cette poutre, ou tout du moins la poutre qui manque, hein, la deuxième partie qu'on a coupée, mais bien sûr, je le répète fictivement, qui va tourner autour de cet axe Y. Et là, on aura la même chose. Et là, par contre, la deuxième partie manquante, elle va tourner autour de l'axe Z. Tout ceci, lorsque finalement, à quoi est-ce que ça sert de connaître ce qu'on appelle le torseur de cohésion? Eh bien, ça va nous permettre de définir la nature de la sollicitation. Et c'est important de savoir ça parce que pour chaque sollicitation, eh bien, on aura des lois de comportement qui seront différentes. Donc, il faut évidemment bien connaître la forme du torseur de cohésion pour pouvoir définir la nature de la sollicitation, et cette nature de la sollicitation nous permettra de connaître la loi de comportement qui nous permettra en définitive de connaître la dimension, de définir les dimensions correctes de la structure, mais aussi d'évaluer d'une manière relativement correcte les déformations. Bon, imaginons par exemple, hein, je suis sur une poutre hein, et j'exerce une force sur cette poutre, eh bien, je voudrais évaluer quelle sera la flèche donc, de cette poutre à cause du poids ou de l'effort que j'exerce sur cette poutre. Il y a cette distance, hein, ça va correspondre du coup à la flèche, hein, la flexion finalement de cette poutre. Eh bien, voilà ce que sera un petit peu la déformation, et la résistance des matériaux, bien sûr, et les lois de comportement vont nous permettre de pouvoir évaluer d'une manière relativement précise ce genre de caractéristiques mécaniques. Alors, la première forme du torseur de cohésion, c'est lorsque toutes les composantes sont nulles, sauf la première, n.
Ben donc, dans ces conditions, le nom de la sollicitation mécanique qui correspond à ce cas, c'est ce qu'on appelle l'attraction ou la compression. Ça dépend tout si n est positif. S'il est positif, ça sera de l'attraction. S'il est négatif, eh bien, on aura affaire à de la compression. Par exemple, sur la petite animation qu'il y a sur la droite, vraisemblablement, vous voyez les deux flèches, elles étirent cet élément de poutre et donc on a évidemment affaire à de la traction. Donc, dans le cas suivant, hein, si on a TY ou TZ, voire même les deux, mais la plupart du temps, c'est soit l'un, soit l'autre, et à ce moment-là, on aura du cisaillement. Par exemple, c'est ce qui va se passer typiquement eh bien, lorsqu'une clavette est cisaillée, lorsqu'une goupille est cisaillée. Voilà, on aura donc cette image donc, des forces qui seront dans le plan de la section droite et donc on aura affaire à des efforts tranchants. Et bien sûr, la connaissance de ces efforts tranchants pourra nous faire connaître ou pourra nous faire définir les dimensions, soit de la clavette, soit de la goupille, pour les deux exemples que j'ai déjà donnés. Enfin, le moment de torsion, évidemment, la sollicitation, ça sera bien sûr une sollicitation de torsion. Et enfin, pour les deux coordonnées manquantes, hein, moment de flexion suivant Y et moment de flexion suivant Z, évidemment, on aura affaire à de la flexion. Ce n'est pas donc difficile de voir ceci. Bien, alors, une fois qu'on a fait ceci, je voudrais faire un bref rappel sur les caractéristiques des matériaux, parce que ces matériaux, eh bien, ils ont des caractéristiques, des propriétés mécaniques qu'il faut connaître pour nous permettre de choisir donc, les matériaux qui vont bien et puis aussi pour faire des calculs qui nous permettront de dimensionner les structures. Alors, il y a un essai qui est très souvent utilisé et qui est souvent privilégié, c'est l'essai de traction. Donc, vous voyez par exemple ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, entre ces deux têtes, là, deux têtes hydrauliques, on a mis une éprouvette. Une éprouvette, c'est quoi? C'est un morceau de matière, par exemple de l'acier allié, qui a été mis ici, voilà. Et puis, on le teste. Et pour le tester, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tirer sur cette éprouvette jusqu'à ce qu'elle casse. Et en même temps qu'on tire sur l'éprouvette, on enregistre donc non seulement l'intensité de la force qui est exercée, mais aussi son déplacement pour pouvoir avoir une idée de sa résistance à l'allongement et puis un certain nombre d'autres caractéristiques. Alors, donc, lorsqu'on a réalisé cet essai, voilà le genre de courbe que l'on peut obtenir. Alors, vous voyez bien que ici, hein, ça correspond à la force. Cette force, c'est ce qu'on appelle l'effort de traction, donc de combien est-ce qu'il a fallu que je tire pour que l'éprouvette puisse s'étirer. Alors, par exemple, si je choisis ce point, si j'ai exercé cette force-là, eh bien, je vais avoir ce petit allongement qui s'est passé, etc. Alors, vous voyez que cette courbe, elle a une partie qui est droite. Alors, on verra d'ici quelques secondes que cette partie-là correspond au domaine élastique. On verra pourquoi. Ensuite, il y a un domaine où il y a une petite perturbation. Et à partir de là, eh bien, la courbe n'est plus du tout linéaire et elle arrive à ce point-là. Et à ce point-là, eh bien, elle casse. Alors, l'allongement, qu'est-ce que c'est, hein? L'allongement, c'est la différence entre la longueur donc, sous l'effort moins la longueur initiale. Alors, le problème avec ce genre de graphique, c'est que, et c'est pour ça qu'on passe à celui-ci, vous allez me dire, bon, c'est à peu près le même, bon, celui-ci il a des couleurs, mais c'est certainement pas ça ce que je voudrais vous faire remarquer ici, hein. Il est à peu près identique, imaginons qu'il le soit, même si ici il y a une partie qui est rectiligne, alors que là elle l'est plus ou moins. Bon, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est bien la valeur donc, de l'ordonnée et puis la valeur qui est en abscisse. Alors ici, vous voyez que là, c'est la force. Là, on a sigma, qui est une résistance, qui est en l'occurrence une contrainte
comme on va le voir d'ici peu. Et là, ici, on a de l'allongement, donc qui est mesuré en millimètres. Hein. Donc c'est un allongement, je mesure ça, donc par exemple ici en millimètres. Et ici, on a epsilon, et epsilon correspond à une déformation. Alors pourquoi est-ce qu'on est passé de ce graphique à celui-ci? Ben, tout simplement pour rendre ce graphique adimensionnel. Adimensionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce graphique, il doit être indépendant de la dimension de l'éprouvette. Donc, il y a une caractéristique qui est donc à souligner, c'est pour ça que l'on a fait ça, c'est que si on divise la force par la section droite, hein, vous vous souvenez, la section droite, ce que c'était, hein, donc par S, à ce moment-là, la valeur que l'on obtient, F divisé par S, eh bien, c'est ce qu'on appelle la résistance, ici, qui a été repérée par la lettre sigma. Et si sur cet axe des abscisses, au lieu d'avoir delta L, si je le divise cette fois par la longueur initiale, c'est-à-dire L0, à ce moment-là, j'obtiendrai ce que j'appelle la déformation. Eh bien, quelque chose qui est assez caractéristique, c'est que finalement, même si l'éprouvette est plus grosse, plus large, etc., eh bien, ce graphique-là ne changera pas. C'est-à-dire que sa valeur, ici, RE, restera toujours la même, quelles que soient les dimensions de l'éprouvette. Alors que là, ça ne serait pas le cas. Ici, sur ce schéma, évidemment, ce ne serait pas du tout le cas. Ici, on aurait FE, hein, donc cette force donc, qui limite, qui est la valeur limite du domaine élastique. Ben, si l'éprouvette est plus importante en taille, eh bien, évidemment, cette force, elle sera située ailleurs. Donc, on aurait une autre courbe, ce qui sera évidemment très difficile à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on passe plutôt sur ce genre de graphique. Alors, maintenant, on va essayer de commenter un peu ce graphique. Donc, sigma, eh bien, c'est ce qu'on appelle la contrainte normale. Hein. Et cette contrainte normale, hein, toujours quand je dis normale, c'est perpendiculaire à la section droite, hein, eh bien, elle a pour définition la force divisée par l'aire de la section droite. Les unités, c'est des unités classiques que l'on utilise, hein, parce qu'il faut que la contrainte, la plupart du temps, elle est exprimée en mégapascales. Or, on a déjà dit que les mégapascales, c'était aussi des newtons divisés par des millimètres carrés. C'est pour ça qu'il faut absolument que la force soit en newtons et que l'aire de la section droite soit en millimètres pour qu'on puisse, au millimètre carré, pardon. Donc, il manque un petit au carré, là, ici, pour que ça puisse bien fonctionner. OK? Voilà. Et epsilon, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est delta L divisé par L0. Donc, ça, cette valeur ici est adimensionnelle. Elle n'a pas de dimension. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des millimètres divisé par des millimètres. Donc, la valeur de la déformation, hein, je fais bien la différence entre allongement, qui est une dimension, et là, la déformation, qui n'en est pas une. Alors maintenant, vous voyez qu'ici, on va avoir, si on reprend un petit peu ce graphique, on va avoir plusieurs choses qui vont être intéressantes, hein, en sachant que ce graphique est complètement indépendant de la taille de l'éprouvette et donc peut être appliqué dans tous les cas. C'est pour ça que lorsque vous choisissez un matériau, eh bien vous allez avoir typiquement des valeurs. Par exemple, on va vous donner la valeur de la limite élastique. Voilà, pour tel matériau, on vous donnera la valeur de la limite élastique. Et puis on vous donnera peut-être aussi la valeur de la résistance à la rupture, ici. Donc, que je vous ai repris ici. Alors, ça, c'est bien la limite élastique, c'est-à-dire ce domaine-là, ici, voilà, ce domaine ici, qui est linéaire, hein, c'est une fonction linéaire, eh bien, correspond au domaine élastique.
Donc, domaine élastique, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, prenez le cas, par exemple, d'un ressort, je tire dessus. Si je reste dans le domaine élastique, si je relâche mon effort, le ressort va reprendre sa taille initiale. Donc, je vais faire comme ça. Je vais exercer un effort. Donc, bien sûr, le matériau va s'étirer. Mais tant que je n'ai pas atteint cette limite, si jamais je relâche mon effort, eh bien, le matériau va reprendre sa dimension initiale. Imaginons, par exemple, le, la structure, le toit d'un bâtiment, par exemple, hein. Il est soumis à de la neige, donc bien sûr, ce toit va se déformer sous l'action de la neige. Et quand la neige aura fondu, eh bien, tant que je n'ai évidemment pas dépassé la limite élastique, eh bien, dans ces conditions, le toit va reprendre, et la structure, tout du moins, va reprendre sa forme initiale. Alors que dès que je rentre dans ce domaine-là, je rentre dans un domaine plastique, et donc dans ces conditions, eh bien, il va y avoir une déformation résiduelle, hein. Et cette déformation résiduelle, bien effectivement, dans un cas, ça va, si elle est appliquée une fois, bon, c'est pas trop grave. Si elle est appliquée plusieurs fois, ben, petit à petit, vous voyez, la déformation, elle va se déplacer comme ceci jusqu'à arriver à la rupture. Donc, dans le domaine élastique, c'est ça qui nous intéresse, hein, finalement, parce que nous, on est amené à dimensionner des structures, et pour les dimensionner, on veut qu'elles restent dans le domaine élastique. Donc, par exemple, ici, si je prends un point P, eh bien, ce point P, on aura une contrainte, hein, une contrainte que je vais appeler la contrainte au poids, ou décidément au point P. Eh bien, elle nous donnera aussi une déformation au point P. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on sait. Ici, on a la contrainte au point P qui est égale à F sur S, ça on le savait déjà. Et cette contrainte, comme c'est une fonction linéaire, hein, c'est comme si à la place de sigma P, j'avais Y. Et ici, à la place de E, j'avais une constante qui pourrait être par exemple A. Et là, pas sigma, mais epsilon, eh bien, c'est la déformation. Donc, ça pourrait être, par exemple, x. Donc, en fait, ce E, ça correspond à ce qu'on appelle le coefficient directeur de cette droite. Et si je remplace epsilon par sa valeur, c'est-à-dire delta L divisé par L0, eh bien, voilà finalement la forme que j'aurai, la forme qui me permettra de relier la contrainte au point P avec la déformation, mais aussi une constante du matériau qui s'appelle E. Et cette constante du matériau, elle a un nom, elle s'appelle le module d'élasticité longitudinale, ou on l'appelle aussi le module de Young. Et cette valeur-là, elle est évaluée en mégapascal aussi. Mégapascal, bah, oui, ça se comprend très bien. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une contrainte au point P qui est finalement le résultat de Newton divisé par des millimètres carrés. Donc là, on a bien des mégapascales. Et donc ici, comme ce deuxième terme du deuxième membre, eh bien, il n'a pas de dimension, eh bien, il faut que ici, on ait aussi des mégapascales. Donc, en définitive, la loi, une des lois qui nous est donnée par cet essai donc, de traction, eh bien, c'est celle-ci. Donc, c'est celle-ci qui va être très importante pour la suite. Alors, à titre d'exercice, vous retrouverez dans votre cours ce graphique. Donc ici, on a différents matériaux. J'en ai pris que quelques-uns hein, pour ne pas surcharger le dessin. Et je vous ai installé le nom de chacun de ces matériaux. Donc, pour chacun de ces matériaux qui sont installés sur ce graphique,
En abscisse, on a le module Young, autrement dit le module d'élasticité longitudinale, qui est exprimé en gigapascal, ici. Et là, on a la limite élastique, qui va être ici. Alors, l'exercice consiste à faire quoi? Eh bien, pour donc un matériau, eh bien, noter quelle est la limite élastique moyenne et le module Young, le module d'élasticité longitudinale moyen. Alors, je vais prendre comme exemple l'alliage d'aluminium. Bon, si je prends la moyenne entre cette valeur-là et celle-ci, la valeur maxi et la valeur mini pour la limite élastique, elle va se situer par là. Donc, j'aurai quelque chose comme... D'accord? Et là, je vais faire la même chose entre cette valeur mini et cette valeur maxi. Si je prends la moyenne, eh bien, je serai donc à peu près à 80 gigapascal ici, c'est-à-dire 80 000 mégapascal. Voilà, fin de la première partie de ce cours sur la résistance des matériaux. Merci, à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, communiquez. Au revoir.